Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le président et le vice-président de la transition ont prêté serment le 25 septembre dernier. Près de 2 mois après cette prestation de serment, le Conseil national de la transition n'est toujours pas mis en place. La clé de répartition suscite des réactions à travers le pays. Comment trouver un consensus entre les partis autour de cette question? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et nos invités sont Souleymane Dey, constitutionnaliste, membre du comité d'experts sur la gestion de la transition, Abdelkader Maïga, représentant du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, et Mme Dambélé Oulématousso, présidente de la CAFO. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Souleymane Dey, pourquoi jusqu'à présent le Conseil national de la transition n'est pas mis en place? Je vous pose la question puisque vous êtes membre du comité d'experts. Écoutez, permettez-moi d'abord de dire bonsoir à tous vos téléspectateurs et vos auditeurs et de préciser dès l'entame de mes propos que je ne suis pas expert de la gestion de la transition. J'étais simplement expert lors des concertations pour accompagner et faciliter l'adoption d'une charte de la transition et une feuille de route de la transition. Qui devait permettre la mise en place de ce conseil de transition. Cette charte a pris en charge les 3 institutions de la République qui très malheureusement n'étaient plus, bien entendu, fonctionnelles depuis la nuit du 18 août 2020. Et la charte a pris en charge ces 3 institutions qui sont exactement le président de la République, l'Assemblée nationale et le gouvernement, qui sont respectivement, bien sûr, pris en charge par la charte à travers un président de la transition, un gouvernement de transition et un conseil national de transition qui est l'organe législatif. Maintenant, en revenant à votre question, pourquoi ce conseil national de transition n'est pas mis en place, je ne suis pas sûr que je suis la personne habilité à vous donner cette réponse parce que je ne suis ni de près ni de loin au cœur de ces dispositifs. Même dans les coulisses, vous n'avez pas reçu l'information? Dans les coulisses, ça ne veut rien dire. Ce qui est très... Qu'est-ce qui se dit dans les coulisses? Ce qui est très vrai dans cette situation, c'est que le CNSP a la charge de mettre en place les 3 organes de la transition. Le Conseil national pour le salut du peuple. Le Conseil national pour le salut du peuple, dans la charte, a la charge de mettre en place les 3 organes de la transition. Les 2 premiers organes, comme vous l'avez dit, ont été mis en place. Il y a un gouvernement, il y a un président de la transition et son vice-président qui sont désignés de façon identique. Et aujourd'hui, l'ensemble des Maliens attendent la mise en place de ce Conseil national de transition, comme je viens de le dire, qui est un organe législatif et dont les membres ne sont pas élus. Et tout comme le président qui n'est pas élu, bien sûr, les membres du Conseil national de transition aussi ne sont pas élus, mais sont désignés. Et c'est pourquoi il y a eu 2 décrets sur, bien entendu, pour parfaire ces processus, pour aider à mettre en place ce Conseil national de transition. Encore une fois de plus, je ne suis pas la personne... Est-ce que la charte de la transition avait fixé un délai par rapport à la mise en place de ce conseil? C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Il n'y a pas de timing. Un timing n'a pas été fixé par la charte. Il n'y a pas un délai dans lequel... À part les 18 mois. Bien sûr, à part les 18 mois de la transition, la durée de la transition, il n'y avait aucun délai, aucun deadline qui avait été fixé pour permettre ou obliger le CNSP à mettre tous les organes en place. Il n'y a pas de délai. Et donc, oui, dans ce genre de situation, il faudra peut-être, à mon avis, y œuvrer avec tact et adhérer tout le monde dans les processus décisionnels. Justement, adhérer tout le monde. Est-ce que tout le monde était d'accord sur le principe que c'est le Conseil national, Comité national pour le salut du peuple, qui devait mettre en place ce Conseil national? Mais tout le monde est d'accord, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la charte. Le M5-RFP aussi? Bien sûr, tout le monde. Alors, on pose la question à Abdelkader Maïga. La charte définit ça de façon très précise, que c'est le CNSP qui met en place les 3 organes. Étiez-vous d'accord avec, ou êtes-vous toujours d'accord avec cette mise en place du Conseil national de transition par le CNSP, vous en tant que représentant du M5-RFP? Oui, M. Touré, avant de vous répondre, je salue d'abord mes co-débatteurs et je salue également le M5-RFP, Diaspora, la jeunesse du M5-RFP et le comité stratégique M5-RFP. Pour répondre à votre question, bien sûr que nous avions participé à ces concertations. Donc le contenu de la charte, nous l'avons approuvé également. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'ambiguïté.
Alors, par rapport à la clé de répartition de ce Conseil national de transition, le M5-RFP fait partie des organisations qui sont soulevées pour dénoncer cette clé de répartition. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de cette clé de répartition selon vous? Non, en fait, ce n'est pas la clé de répartition que nous mettons d'abord en cause. Il y a un principe qui était là. Nous avions échangé avec le CNP, le CNSP, et on avait échangé autour de notre volonté de rentrer dans le CNT, mais à condition. Nous avions échangé avec le Premier ministre, Ouane, et on lui a fait savoir ce que le M5 souhaitait au niveau du gouvernement et au niveau du CNT. Mais à notre grande surprise, on a eu souvent vent que M. Diaw ou quelqu'un du CNSP devait nous rencontrer, et à la dernière minute, les rencontres n'ont jamais eu lieu. Jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte que le temps était en train de passer et que les Maliens attendaient la mise en place du CNT, on s'est dit peut-être que pour les faciliter la tâche, on va encore clarifier davantage notre position. C'est dans ce cadre-là qu'à travers un point de presse, nous avions dit officiellement que nous réclamons la présidence du CNT et le quart du CNT. Et jusqu'à aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, on n'a pas encore reçu de réponse par rapport à ça. Entre-temps, on les a rencontrés. On a rencontré le vice-président à sa demande le 14, le 14 novembre. Et on a encore expliqué les raisons pour lesquelles nous ne voudrons pas aller à ce CNT comme ça. Parce que quand on a vu les deux décrets, c'était pour nous déjà frustrant qu'il y ait des décrets du Mali avec des coquilles. Il y avait des fautes de frappe. C'était inadmissible. Après, nous avions vu des décrets dans lesquels, par exemple, le décret qui donne l'article 2 du décret 143, où on dit qu'il faut avoir l'aptitude physique et puis mentale, et alors que dans un autre décret, on dit que les handicapés ont leur place dedans. Alors physique et mental, est-ce que ça n'est pas ici antinomique avec les handicapés? Tout ça, on a dit, c'est pas normal. Après, on était obligé de constater que les cartes étaient jouées d'avance. Quelqu'un de Kaï ou quelqu'un de Menaka ou de Taoudeni, si nous on veut qu'il vienne déposer son CV, mais il ne pourra jamais le faire parce qu'il faut compléter le dossier avec ce que, comme ils ont dit, un certificat de non-condamnation. Donc il va falloir que nous, on ait quand même tous ces documents. Malheureusement, le timing en 48 heures, ça ne pouvait pas aller. On a également vu qu'il fallait déposer 2 copies de ton CV. C'est-à-dire que chaque organisation, par exemple le M5 qui avait 8, doit déposer 16 CV au niveau du vice-président qui va choisir pour nous parmi les 16 CV qui doit aller au CNT. Mais il y a Anguille sous roche. D'abord, le vice-président n'a aucune légitimité. On va y revenir par rapport à cette question. Mais déjà, est-ce que si on changeait le processus et que vous puissiez échanger avec les responsables de la transition, est-ce que le quota qui vous est attribué vous suffit, M5-RFP? Le quota nous suffira à condition que ça se fasse avec tous les Maliens. Là où nous sommes aujourd'hui, nous avions des soucis. Parce que nous savons que le CNSP a entrepris unilatéralement des démarches où ils ont même touché des membres du M5-RFP et leur proposé de rentrer au CNSP. Donc c'est pour nous un couteau qu'ils étaient en train de chercher à planter dans nos dos. Et nous savons également que pour la clé de répartition, la problématique actuelle du Mali a besoin d'une concertation nationale. Nous avions besoin de savoir exactement qu'est-ce que les Maliens veulent avant de demander qui vont faire le travail. Excusez-moi, vous voulez une autre concertation nationale pour la mise en place du Conseil national de la transition? Ça peut être à un format réduit, mais il faut une concertation. Il faut une concertation de l'ensemble des forces vives actuellement. Parce que si tu veux aller juste construire des salles de classe, tu appelles des ingénieurs en génie civil et puis les enseignants. Peut-être que le tour est joué. Mais lorsque tu dois aller parler de réformes institutionnelles et politiques,
Tu ne peux pas le faire sans les politiciens. Tu ne peux pas le faire sans certaines personnes. Et on va y revenir tout à l'heure. Madame Dambélé Oulématousso, quelle est la position de la CAFO par rapport à cette clé de répartition? Merci beaucoup, donc, Touré, de l'invitation. Et comme il l'a dit aussi, moi, je salue mes co-débatteurs et je salue également pratiquement tous les démembrements de la CAFO du haut de ce podium, donc pour dire bonsoir à tout le monde. Donc nous nous sommes dit que déjà au niveau de la charte, les acteurs sont définis à ce niveau. Les acteurs sont définis à ce niveau. C'est vrai que le CNSP, ils ont déjà identifié des quotas. Et nous nous sommes dit que la souffrance du Mali ne doit pas faire en sorte qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on se lève précipitamment. On voulait attendre la fin du processus pour voir si vraiment le quota des femmes, et concerne vraiment les 30%, sont pris en compte. Parce que quand on a attribué 4 postes aux femmes, et toutes les femmes, toutes les fêtières, toutes confondues, donc on nous a attribué 4 postes, mais après il a été dit que pratiquement toutes les corporations touchées, n'est-ce pas, devraient fournir des femmes. C'est vrai que ce n'est pas une forme idoine pour nous. Ce n'est pas une forme, n'est-ce pas, qu'on souhaiterait. Parce que ça ne renforce pas les fêtières d'organisation féminine. Nous abattons du travail à ce niveau pour regrouper les gens, les femmes et consorts. Donc moi, on aurait voulu que ça soit autrement, mais si les 30% là sont atteints, au niveau vraiment des corporations et des 4 représentants de nous-mêmes, bon, nous, on ne cherche que le quota dans tout ça, parce que les femmes se sont battues, les femmes ont transpiré, les femmes ont donné le meilleur, n'est-ce pas, d'elles-mêmes, mais n'ont jamais été traitées sur le même pied d'égalité que les hommes. Donc, on en souffre énormément. Donc, c'est pourquoi, mais nous, on a dit que notre pays souffre, notre pays est en souffrance. On ne peut pas sortir nuitamment comme ça pour dire que le gouvernement nous a promis. Il a dit que quand on est parti le voir, on a fait une marche. On a pris nos responsabilités pour faire une marche quand même, pour aller voir le chef du gouvernement, n'est-ce pas? Il nous a promis que dorénavant, le quota sera respecté. Donc, nous, on s'en tient à ça. On s'en tient vraiment à tout ce que les autorités de la transition ont eu à le dire, le président, le vice-président, tout ce qui est dans ces différents documents, n'est-ce pas, de la transition. On parle du genre partout. Donc nous, on attend de voir ce que ça va donner. Si on a les 30%, tant mieux. On va essayer, n'est-ce pas, de faire avec. Mais si on n'a pas les 30%, c'est un autre problème qui va se dégager. Voilà. Souleymane Dey, il paraît qu'il y a beaucoup d'organisations qui dénoncent ce processus de répartition des membres du CNT, mais il paraît que pratiquement toutes ces organisations ont déposé leur candidature par rapport à ce Conseil national de transition. Avez-vous des infos là-dessus? Vous savez, à un moment donné, il faut qu'on arrête d'insulter l'intelligence du peuple malien. Nous disons tous que nous agissons pour le compte de ces peuples maliens, mais pour autant, nous pensons tout notre temps à vouloir planter un couteau dans les dos de ces mêmes peuples maliens. Moi, je dis 2 petites choses. C'est que, d'abord, par rapport à ce que mon co-débatteur Maïga vient de dire, je suis très heureux d'entendre qu'il ne pose aucun problème par rapport à l'adoption de la charte et tout ce qui s'ensuit, puisqu'il le dit lui-même. Ce qui est vrai, c'est qu'on a accusé quand même assez de retard par rapport à la mise en place de ces CNT. Et la clé de répartition dont on parle, et que certains pensent qu'il fallait peut-être jouer à de la concertation ou, je ne sais pas, à beaucoup plus de consensus. Je pense qu'il l'a dit lui-même, qu'ils ont fait beaucoup de rencontres extérieures. Je crois que le problème qu'il y a aujourd'hui avec les Maliens, et que nous, peut-être universitaires ou Mme Oulématou, en tout cas pour nous, les peuples maliens lambda, qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas, c'est tous ces rapports et ces contacts qu'il y a entre le M5 et le CNSP. Nous, on n'est pas censé connaître, on ne connaît pas. Donc si à ce niveau, il y a des problèmes, ça ne nous touche pas, on ne comprend pas, on ne connaît pas de toute façon. Mais ce qui est vrai, comme il a parlé de coquilles, côté rédactionnel, on ne touche pas à ça. Mais il faudra qu'on évite l'amalgame. On a dit jouir de ses capacités physiques et mentales. Et pour autant, on n'a pas demandé, on a donné un quota aux personnes vivant avec un handicap. Attention, on peut vivre avec un handicap et être apte. Vous pouvez vivre avec un handicap, physique, oui, mais et être apte. Voilà, c'est qu'on peut avoir un handicap et être apte
à mener à bien des activités. Vous savez que c'est une mauvaise foi de la part de certains Maliens de croire qu'il y a ici une contrariété. Vous savez, même dans la fonction publique, il y a 5% des quotas d'accès à la fonction publique qui sont réservés à ces personnes vivant avec un handicap. Toutes les fois où on n'a pas réussi à modifier notre constitution, on a pris en charge d'insérer à l'article 2 de la constitution, bien sûr, la considération accordée aux personnes vivant avec un handicap. Soulever ça aujourd'hui pour dire qu'il y a des contrariétés, moi je trouve que peut-être nous sommes dans un débat qui ne tient pas la route. Aussi, le problème que moi j'ai vis-à-vis, par exemple, de ce que M. Maïga vient de dire, vous savez, ils ont dit qu'ils posent des conditions. Lorsqu'on est appelé pour le Mali, on ne pose pas de conditions. Je suis d'accord que le M5 RFP est une composante aujourd'hui non négligeable dans la chute du régime Ibeka. Mais le M5 RSP, il faudra qu'on le reconnaisse également, ne représente pas le peuple malien tout entier. Mais n'est-ce pas ce que le CNSP et les autorités de la transition sont en train de faire, poser des conditions? Non, mais je l'ai dit de façon très simple. Et non, vous dites que quand on parle du Mali, on ne doit pas poser des conditions. Mais est-ce que ce n'est pas ce que les autorités de la transition sont en train de faire, poser des conditions justement? Je ne sais pas, moi je ne peux pas répondre à cette question. S'ils ont posé des conditions ou pas, moi je ne le sais pas. Mais tout ce que j'essaie, lorsqu'on dit on veut un quart et on veut la présidence, ça me pose un problème, d'autant plus que le M5 se met en porte-à-faux même avec la charte qui, dans son article 14, a bien précisé que le président de la transition est nommé par ses pairs. Donc, il est élu, par ses pairs. La présidence de la transition du CNT, c'est par voie d'élection. Et donc, quand vous dites nous demandons la présidence du CNT, je ne comprends pas comment est-ce que cela est possible à partir du moment où la charte précise que le président est élu parmi, bien sûr, par ses pairs. Toujours pour mieux comprendre, vous dites que vous ne comprenez pas cette partie, mais est-ce que vous comprenez que le CNSP, les militaires, puissent avoir plus de représentants? Alors là, moi, je relativise beaucoup. Hier, par exemple, nous étions dans un débat où quelqu'un disait que la classe politique a eu 19. On a bien même si les journalistes lui expliquaient que c'est 8 M5, 11 pour les partis politiques, il a expliqué que le M5 RP est composé également des partis politiques. Donc lui considère que ça, M5 RP aujourd'hui est assimilé, bien sûr, également à des partis politiques, même si on sait qu'il y a la société civile. Par contre, là où il faut beaucoup relativiser, c'est que quand on dit que les militaires ont 22, moi j'inviterai peut-être tout un chacun à regarder à ce niveau, tel qu'on a procédé à décloisonner la société civile, si on essayait de prendre les forces de défense et de sécurité, protection civile, garde nationale, police nationale, douane, garde pénitentiaire, génie civil, si on se permettait cet exercice de décloisonner aussi les forces de défense et de sécurité... Si on faisait la même chose avec les organisations de femmes aussi. Je suis convaincu qu'on n'en serait pas là. Donc à un moment donné, il faudra peut-être relativiser tout ce qui se passe et que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est que oui, les forces vives de la nation ont adopté une charte. L'essentiel, c'est que les forces vives de la nation ont adopté une feuille de route de la transition. Et c'est cette feuille de route de la transition qui, bien entendu, est traduite par un plan d'action et un chronogramme que le Premier ministre doit présenter devant le Conseil national de transition pour que l'appareil gouvernemental puisse se mettre en marche. Et donc aujourd'hui, toutes les actions que nous sommes en train de poser pour freiner et pour, bien sûr, altérer le processus normal est un fait extrêmement grave pour la bonne marche de la transition. Et on va demander à son avis Abdelkader Maïga sur cette question. À ce que le CNT soit en place et qu'on n'entre pas à sa bonne marche. Bon, je pense que quelque part, M. D disait que bon, les Maliens, le M5 ne représente pas le peuple, beaucoup de choses, comme si c'était le M5 qui entravait, vous n'êtes pas d'accord qu'on pose des conditions. Mais les deux décrets-là ont été signés par ces militaires, sans concertation du reste des Maliens. Et dans ces décrets, il y a des conditions. Si nous, M5, on était associés à la rédaction de ce décret, non seulement on n'allait pas mettre dedans ce genre de conditions, on n'allait pas demander également que la décision finale revienne à un vice-président qui n'est même pas légitime. Et en plus de cela... Vous pensez que Assimi Goïta n'est pas légitime pour trancher sur cette question? Bien sûr, Assimi Goïta sur cette question n'est pas légitime. Parce que quand on a... Expliquez-nous pourquoi il n'est pas légitime. Quand on veut représenter le peuple dans les conditions normales à travers la Constitution, c'est des députés.
Les députés sont élus par le peuple à la base. Ce n'est pas le président de la République ou quelqu'un qui est perché quelque part qui peut s'arroger les prérogatives de nommer un député. C'est la même chose. Nous, si on demande au M5 ou on dit la CAFO de donner des noms, mais c'est à ces organisations de choisir la personne. Ce n'est pas à un vice-président ou à quelqu'un d'autre, parce que ce sont ces organisations qui savent les compétences de la personne, la moralité de la personne. Quand ils parlent dans leurs conditions de degré d'engagement et de patriotisme de la personne, quel est aujourd'hui le baromètre au Mali pour savoir que quelqu'un est patriote ou bien il ne l'est pas? Où est le baromètre? En tout cas, eux, ils ne sont pas patriotes. Le CNSP... Ne serait-ce pas la division au niveau de certaines organisations qui peut pousser à cette situation aussi? Je n'ai pas compris la question. Certaines organisations, souvent, sont divisées également, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans les organisations de la société civile. Est-ce que dans ces conditions, ces organisations ne vont pas avoir de problème à proposer des noms également consensuels? Non, mais c'est ça le problème. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Les organisations, si elles sont divisées, ça c'est leur problème. Elles n'ont qu'à chercher à être... Mais est-ce que ce problème ne risque pas de se retrouver au niveau de... Non, ça ne risque pas. Parce que lorsque vous appelez, si vous appelez aujourd'hui les Maliens, les forces vives à se réunir, les partis politiques. La dernière fois, quand le ministre de l'administration territoriale a demandé aux partis politiques de se réunir, les gens étaient là-bas. Pourquoi les gens ne sont pas partis dire qu'il y a des partis politiques qui sont divisés ou ceci, cela? Non, les partis politiques ont été bel et bien représentés. Donc, si vous voulez des organisations homogènes et parler que quelqu'un ou deux personnes parlent à leur nom, c'est un problème. Lancez l'appel, que tout le monde ait la conscience nette qu'ils ont été concertés pour des sujets bien déterminés. Ils ont donné leur avis. C'est en fonction de l'avis général de tout le monde qu'il faut prendre des décisions. Mais quand on va s'asseoir dans son coin et on se dit, bon, moi je peux me permettre tout, mais finalement, vous allez heurter la sensibilité de tout le monde. Et vous ne pouvez pas satisfaire, dans un mouvement comme le M5, certains ont décidé unilatéralement de quitter à un moment bien déterminé pour leurs propres intérêts, pas pour l'intérêt du pays, pas pour achever la lutte que nous avions commencée, parce que nous, on dit un changement de système. Le changement de système passait nécessairement par le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. C'est à partir de là que le changement de système va commencer au Mali. Mais certains disent non, nous on est venus au M5 juste pour faire tomber le régime d'Ibeka. Mais c'est insensé. Pourquoi faire tomber un régime juste parce que la tête de la personne te plaît? Et on parle de Conseil national de transition. Madame Dambélé Oulématousso, aujourd'hui, par rapport à la légitimité du vice-président de la transition, Assimi Goïta, à choisir les membres du Conseil national de la transition, que pensez-vous de sa légitimité? Bon, moi je pense que c'est depuis au niveau des concertations qu'on devrait définir de tels aspects. Ça n'a pas été dit et toute la prérogative a été donnée au Conseil national et le CNSP, c'est le Conseil pour le salut du peuple. Toute la prérogative leur a été donnée pour mettre en place les organes de la transition. Donc ça, c'est des documents déjà signés. Est-ce que les organisations ont été piégées à ce niveau? Bon, en tout cas, nous, on n'a pas vu la teneur de la chose à l'époque. Moi, je ne mens pas. Mais il y avait le M5-RFP était majoritairement représenté, n'est-ce pas, dans tous les ateliers. Donc, c'est le M5-RFP qui devrait avoir la présence d'esprit. Mais tout compte fait, c'est le CNSP, n'est-ce pas, qui a fait en sorte que le président déchu, n'est-ce pas, est parti le 18 août. Donc, lui, il est parti et ce sont, n'est-ce pas, ces responsables militaires-là qui ont mis en place cet organe. Est-ce que vous pensez que les experts ont également aidé le CNSP à, entre guillemets, piéger la population par rapport à cette question? Puisque ce sont les experts également qui ont participé. D'abord, je ne faisais pas partie des experts. Non, pas vous, mais est-ce que vous pensez que les experts ont contribué à ce piège? Non, parce que moi, je crois que comme c'était le seul organe en place là, je crois que, n'est-ce pas, les gens n'ont pas vu cet aspect que le président du CNSP ne devrait pas choisir, quoi. Mais après que les organes aient été mis en place. Donc, c'est le CNSP jusqu'à sa dissolution, n'est-ce pas, qui va continuer à mettre les organes. Et c'est le dernier organe, n'est-ce pas, qui reste. Légitimité, qui a légitimité? C'est eux qui ont fait le pseudo-coup d'État. Légitimité, ça, c'est par le peuple.
Donc, personne n'a été mis quelque part par le peuple. C'est des désignations. C'est des désignations et puis à qui on fait confiance pour que vraiment on puisse mettre les organes en place. Dès que les organes seront mis en place, je crois que le CNSP va disparaître. À mon avis, selon ma propre analyse, quoi. Donc, mais dans les salles de concertation, c'était le 10, 11 et 12 septembre. Donc, vraiment, nous, on n'a pas vu cet aspect. On ne pensait même pas que ça pouvait poser problème. Et puis, on s'est toujours dit que les acteurs politiques du moment, n'est-ce pas, voyaient un peu la situation fébrile, n'est-ce pas, du pays. Et que par rapport à cet aspect-là, ils vont se mettre en place. Ils vont se mettre ensemble, ils vont être indulgents. Et puis, ils vont essayer vraiment d'aller vers un compromis pour nous faire sortir des ornières. Parce que nous, là, les femmes, là, on ne veut plus de problèmes. On veut saisir cette transition comme un tremplin. Et on va y revenir aux recommandations et solutions. Souleymane Dey, il y a Moussa Sidibé qui vous adresse une question sur Facebook. Il dit: quelle légitimité et quelle légalité a le vice-président Assimi Goïta à se pencher tout seul sur la liste à fournir des candidatures pour choisir tout seul, ce sont ces termes, les membres de ce fameux Conseil national de transition lorsque la Constitution de 1992 est maintenue et complétée par la Charte de septembre 2020? La réponse, elle est toute simple. Je crois que je l'ai dit 100 fois qu'il ne faut pas insulter l'intelligence du peuple malien. C'est un faux débat. Un faux débat à partir du moment où, dans la charte, il est bien précisé que c'est le CNSP qui met en place les 3 organes. Lorsque le président Bandao a dit qu'il a signé 2 décrets et qu'il s'en tient à l'esprit, il sait de quoi il parlait. Et je crois que toute la classe politique de ce pays, tous les acteurs démocratiques savent de quoi il parlait. L'esprit, c'est quoi? C'est le CNSP qui met en place les 3 organes de la transition. Raison pour laquelle il a délégué au vice-président, qui était un membre du CNSP, de prendre en charge, bien sûr, ces désignations-là. Mais où est le problème en la matière? Si on est tous d'accord que c'est le CNSP qui met en place, pourquoi aujourd'hui on veut s'insurger? D'accord, à l'époque, mais Mme Dambélé Ouléma-Tousso dit qu'elle n'avait pas vu l'ampleur de la situation à l'époque. Et si on avait installé le CNT dans la même foulée que la désignation du président, allons-nous parler de la même situation? Parce qu'à ce moment, c'est Assimi qui allait signer les décrets. Ça, le problème n'allait même pas se poser. C'est parce qu'on a accusé un retard dans la mise en place du CNT qu'il y a tous ces discours-là. Donc, pour moi, c'est un faux débat. La question de la doublure des candidatures. Donc, vous estimez qu'il est légitime et légal? Bien entendu, puisque la charte le dit et la charte confirme. Depuis l'acte fondamental jusqu'à la charte. Et le CNSP ne disparaîtra, comme elle vient de dire, qu'après la mise en place du 3e organe. Donc, le CNSP vit et le CNSP existe toujours. Et donc, deuxième élément, sur la doublure des candidatures, pour moi également, c'est un faux débat. Puisqu'à partir du moment où cette légitimité dont on parle on n'est pas allé rechercher cette légitimité auprès du peuple malien, c'est par désignation. Mais lorsque nous demandons, par exemple, lorsque nous disons qu'il faut donner le groupement des femmes de donner 4 personnes, mais il appartient au groupement des femmes de se retrouver et de déposer, ou du moins que tout ce qui se réclame dans un groupement aille déposer. Il y a 2 avantages en la matière. De toutes les 1000 manières, si on prend l'exemple du M5, 8, il dépose 16. Mais de toutes les 1000 manières, les 16 sont du M5. Et c'est les 16 qui viennent du M5. La question, elle est la suivante. Puisque après avoir désigné, il faudra toute une enquête de moralité derrière pour vérifier que la personne qui est désignée, bien sûr, jouit de probité, etc., il peut arriver que la personne qui a été sélectionnée, bien entendu, sur la base des enquêtes de moralité, on lui reproche des choses. Il faut les remplacer. Puisqu'il y en a 16, on va piocher dans la liste des 16. Et ne le souhaitons pas. Si au cours de la transition, un membre du CNT arrivait à décéder, il ne faut pas encore lancer des appels à candidature. Ils ont déjà déposé, il faut aller piocher. C'est le même mécanisme qui existe dans les collectivités territoriales. Lorsqu'un conseiller décède, on va piocher sur, bien entendu, la liste des candidatures. Voilà le schéma qui a été arrêté. Une question, en tant que juriste, Souleymane Dey, est-ce que vous trouvez que ce soit normal que les autorités de la transition mettent en place ou interviennent dans la mise en place de l'organe qui est censé contrôler leurs actions? Mais écoutez, nous ne sommes pas dans une élection. Comme elle l'a dit, nous sommes dans une transition. Il y a le droit constitutionnel de transition qui existe. Lorsque on va dans les élections législatives, mais la convocation du collège électoral, bien entendu, c'est un décret qui est signé par le président de la République. Voyez-vous, que vous le vouliez ou pas, il y a l'implication à un niveau donné de l'exécutif en place. Comme je l'ai dit, et ce que les Maliens doivent savoir, on a entendu beaucoup de déclarations. Moi, dans nos recherches en tant qu'universitaire, on s'est rendu compte, vous l'avez dit vous-même, que tous les acteurs ont déposé.
tous ceux qui sont en train de dire... Je ne le dis pas, je pose la question. Mais je l'ai dit. La question est soulevée. En tout cas, dans toutes nos recherches, on s'est rendu compte que tous ceux qui disent aujourd'hui, par exemple, quand l'EPM, on voit la déclaration de l'EPM pour rejeter les clés et dire que l'EPM ne participera pas, alors que les grands partis politiques qui composent l'EPM ont déposé des candidatures. Une autre question de Moussa Sidibé, il demande pourquoi les autorités de la transition n'ont pas mis en place un collège du même type que celui qui a désigné le président de la transition. Qui est en place. Lorsqu'on dit qu'on a délégué au vice-président, il n'est pas dit que c'est le vice-président seul qui est assis dans son bureau et qui est en train de faire le travail. C'est impossible. Il va le faire avec qui? Mais le vice-président a un cabinet. Et le vice-président, bien entendu, comme on a dit, il est issu des rangs du CNSP. Il y a également le CNSP qui est toujours en place. Donc il faudra sortir de ces débats mesquins qui consistent encore à opposer les Maliens. Êtes-vous convaincu, Abdelkader Maïga? Vous aurez la parole tout à l'heure. Vous aurez la parole. Abdelkader Maïga, êtes-vous convaincu par ce que dit Souleymane Di? Non, en fait, Souleymane fait l'avocat du diable. Et ça se comprend. Il fait l'avocat du diable. Il veut tout simplement répondre pour... que les Maliens aient de la sympathie pour le CNSP ou ces militaires-là, mais ça ne tient pas. Et vous, tu parles de légitimité et que la légitimité, ça a été donné à ce vice-président à travers la charte qui reconnaît que c'est le CNSP qui doit mettre les organes en place. Là, je pense qu'en tant que juriste, je préfère dire légalité. Légalement, il a le droit. Oui, mais moi je dis légalement, il a le droit. Mais il n'a pas la légitimité. Personne ne vous a dit autre chose. Voilà. Non, vous avez... Non. Il a été acclamé. Vous avez adopté une charte. On va laisser M. Maïga terminer et vous aurez la parole. Dans les débats, si la CAFO n'a pas été vigilante, nous, on l'a été. D'abord, je vous rappelle que les concertations ont failli échouer parce que les premières heures déjà, le M5 a compris qu'il y avait un problème. On n'était que dans une seule commission. Alors qu'à la veille déjà, on a aidé ces militaires-là à travailler sur un document qui va nous permettre d'être un support de travail. Et à la fin, le document final qui est sorti ne reflète pas les conclusions des différentes commissions. Ça également, il faut le reconnaître. Et nous l'avons décrié en son temps. Mais voilà la différence. À cause de ce Mali pour lequel nous nous battons, nous avions dit, bon, une fois de plus, on s'est fait avoir, on ferme les yeux. On ferme les yeux. Mais on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que c'est un faux débat. Il y aura normalement enquête de moralité lorsqu'on donne 2 copies ou lorsqu'on... Mais écoutez là, je vous en prie, si on devrait faire enquête de moralité, dans le gouvernement qui vient d'être mis en place, est-ce qu'il y a eu enquête de moralité ? Est-ce qu'il y a eu enquête de moralité pour ce gouvernement? Il y a des ministres avec lesquels aujourd'hui on ne doit pas composer. Est-ce que s'il y avait eu enquête de moralité, pour nous qui voulons le changement pour le Mali, il y a des têtes qu'on ne veut pas voir dans le gouvernement. Donc il n'y a pas d'enquête de moralité. C'est juste une façon pour vous de défendre l'indéfendable. Ce n'est pas normal que quelqu'un vienne nous dire, si quelqu'un tombe malade, on le remplace par une autre personne qui est sur l'autre liste. Vous ne pouvez pas savoir mieux. Si le M5 doit envoyer 8 personnes, c'est au M5 de se rassurer que ces 8 personnes sont réellement les personnes valables, les personnes auxquelles le M5 fait confiance absolument. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre d'aller chercher à se casser la tête. Et nous n'avons pas le temps. Le Mali n'a pas le temps aujourd'hui de rester dans ce jeu. Le temps de regarder 16 CV, ça c'est pour le M5. Les autres, regarde, donc 121 multiplié par 2, ça te fait 242 dossiers. Le temps que tu vas mettre pour éplucher tout ça, ce n'est pas le même temps si c'était 121. Donc même ça, ça devrait être un facteur pour qu'on laisse la doublure des CV et aller vite. Parce que c'est ça le problème. Que faut-il faire maintenant pour trouver une équipe consensuelle? À vous la question. Vous savez, la première des choses, c'est d'oublier ces décrets et de convier les forces vives de ce pays dans un cadre restreint de discussion pour que les gens puissent dire quelle est leur vision du CNT. Est-ce que vous pensez que c'est possible encore après le discours du président de la transition? Mais le discours du président de la transition, ce n'est qu'un discours comme tant d'autres. Si le président de la transition, il veut le bonheur du pays, il doit savoir qu'aujourd'hui, tout ce que nous voulons comme réforme dans ce pays ne peut pas se faire tant que ce Conseil national de transition n'est pas mis en place. Alors, si c'est ce conseil qui doit faire le bonheur des Maliens, revenir sur 2 petits décrets, parce que déjà c'est humiliant pour le Mali, revenir sur 2 petits décrets parce que vous avez vu
le CNSP vouloir écarter tous les politiciens de ce pays de la gestion du pays. Incroyable mais vrai. Alors, c'est ce même jeu mesquin, quand il parle de mesquinerie, c'est ce même jeu mesquin que ces gens-là sont en train de faire. Pourtant, M. D ne parle pas de ça. Si vous voulez qu'on parle de mesquinerie, c'est eux qui sont mesquins. Parce que si ce n'était pas de la mesquinerie, vous ne pouvez pas, sur 200 partis politiques, ignorer sciemment les partis politiques dans la gestion du gouvernement. Vous aurez la parole tout à l'heure. Madame Dambélé Ouléma-Tousso, que faut-il faire aujourd'hui pour trouver un consensus par rapport à cette mise en place du Conseil national de transition? Merci bien. Et avant quand même de répondre à cette question, je voudrais quand même rappeler que si il y a eu l'insurrection, c'est que il y a quand même des tares, n'est-ce pas, qui sont attribués à nos États, qui sont attribués à nos sociétés. Il y a le laxisme, il y a l'arbitraire, il y a les conflits sans fondement, n'est-ce pas, qui font en sorte qui affaiblissent même et l'État et les choses. Moi, je pense que nous sommes un régime d'exception. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreurs, n'est-ce pas, qui ont été commises par les autorités, n'est-ce pas, du moment, mais je voudrais que les autorités du moment, n'est-ce pas, rapprochent et le M5-RFP, qui moi je considère comme une insurrection populaire, et les partis politiques, comme l'a dit, plus de 200 partis politiques, faire en sorte qu'ils sont souvent regroupés aussi. Il faut voir comment on peut s'accorder, avoir le compromis, avoir un consensus pour que cet organe-là puisse sortir le plus rapidement possible. Parce que déjà, la transition a commencé à courir depuis l'investiture du président Badaou, je crois que ça c'était le 25 septembre. Oui. Et par rapport à ça, on est en train de terminer le 2e mois, on va rentrer dans le 3e mois. Et moi je pense que par rapport à tout ce dont on attend, n'est-ce pas, des choses de la transition, les réformes institutionnelles et politiques, il y a beaucoup d'aspects qu'on doit traiter. Le fait de renoncer à ces 2 décrets, vous proposez qu'on y va avec ces 2 décrets? On n'a qu'à aller avec les 2 décrets. Ça, c'est pour vraiment avoir le consensus, pour les conforter un peu en tant qu'autorité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... La CAFO est partie très, très affaiblie à ces concertations. Les politiques nous ont divisés, on nous a cassés. Mais nous, on n'a pas voulu prendre les armes. On est resté serein. Moi, je pense que c'est pourquoi d'entrée de jeu, j'ai parlé de laxisme, d'arbitraire, d'injustice. Il y a tout. Il y a tout. Les autres autorités qui sont parties là ne sont pas meilleures que celles-ci là. Est-ce que celles-ci sont meilleures que les précédentes? Celles-ci n'ont même pas commencé. Moi, je voudrais que... C'est pourquoi... Mais est-ce que vous êtes rassuré il faut... en fait, on est plus ou moins paisible. Moi, je pense que celles-ci doivent être accompagnées parce qu'elles n'ont pas assez de temps. Elles doivent être accompagnées. Tout le monde doit se mettre ensemble pour que vraiment, même si... Et elles tendent vraiment à dévier, il faut les amener, n'est-ce pas, à la réalité. Moi, je voudrais demander l'indulgence aussi du M5-RFP, n'est-ce pas, pour essayer vraiment de continuer leur contact là, de ne pas couper. D'accord, de ne pas couper, voilà. Écoutez, lorsqu'on croit que tant que je ne suis pas dedans, ça ne va pas marcher, c'est une erreur d'appréciation. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Qui est en train de penser à ça? Beaucoup. À commencer par mon co-débatteur. Donc le M5-RFP. Est-ce que le CNSP pense à la même chose aussi? Mais écoutez, c'est ce que je comprends ce que le M5 n'a jamais dit ça. Non, mais ça c'est le propre du Malien. Tant que je ne suis pas dedans, ça ne va pas marcher. Or, il faut reconnaître que nul n'est indispensable. Vous savez, en 1991, lorsque la transition a été mise en place, aucun de ces partis politiques n'existait. Et pourtant, les réformes sur lesquelles nous nous appuyons aujourd'hui pour dire que nous sommes un État démocratique ont été menées à cette époque-là. Donc, il faudra dire les choses de façon très simple. Il y a 217 partis politiques, comme il vient de dire M. Maïga. Même si on avait demandé aux partis politiques même si on avait demandé aux partis politiques de choisir, ça allait être un problème. On allait choisir qui au détriment de qui. Il y a 42 000 associations et ONG, mouvements dans ces pays-là. Donc, à un moment donné, il faudra que chacun essaie d'assouplir ses positions. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de continuer à polémiquer sur ces éléments, différents éléments. La charte donne compétence au CNSP
de mettre en place les organes, le CNSP est en train de le faire. Il y a 8 axes majeurs sur lesquels on parle du rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Du redressement de l'État et la création des conditions de base pour sa refondation. De la promotion de la bonne gouvernance. Bien sûr, de l'adoption d'un pacte. Aujourd'hui, vu qu'il y a un problème, aujourd'hui, je pense que les défis sont majeurs. Oui, à tel point comment faire pour que les différentes parties tombent sur un consensus? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Où est le problème? Je dis encore une fois de plus, l'article 13 de la charte, toutes les composantes qui sont citées à l'article 13 de la charte ont déposé des candidatures pour être. Donc, à vous entendre, le CNSP, les autorités de la transition sont sur la bonne voie. Ce sont les autres qui doivent les rejoindre. Bien entendu, non, aujourd'hui, tous les Maliens doivent conjuguer leurs efforts pour une transition apaisée. Encore une fois de plus, ce n'est pas un détail. Toutes les composantes qui sont citées à l'article 13 ont déposé des candidatures. En ce moment, bien entendu, mettons-nous ensemble, mettons de côté nos divergences. Si chacun de nous a une vision pour le Mali, il faudra bien sûr qu'on fasse profiter les Mali de cela. Moi, tout ce qui me fait peur dans tous les discours, c'est d'entendre qu'on avait des accords avec le CNSP, que le CNSP n'a pas tenu ces accords. Ces accords, moi, en tant que Malien lambda, je ne les connais pas. Donc, à un moment donné, j'ai comme l'impression que, heureusement que le peuple s'est rendu compte de tout cela. Le CNSP n'est-il pas responsable de cette situation s'il tient des rencontres non officielles mais non, avec des accords qui seraient pris? Mais non, le CNSP a l'obligation d'écouter tout le monde. Là, si vous avez lu les TDR même des concertations, vous avez vu écrit là-dessus, noir sur blanc, que le CNSP a procédé à des rencontres de tous les acteurs, de toutes les forces vives de la nation. Donc ces rencontres, il ne faut jamais les arrêter. Même demain matin, s'il y a la possibilité de rencontrer les M5, s'il y a la possibilité de rencontrer d'autres forces, il faut les faire, parce que c'est dans les dialogues qu'on réussira à rapprocher bien sûr de nos points de vue. Encore une fois de plus, je l'ai dit, la transition, il ne reste plus que 14 ou 15 mois. Il reste 16 mois pour être précis. Général Doucet Koïta vous pose une question. Est-ce que le M5 RFP refuse de participer à la mise en place du Conseil national de transition parce que le M5 RFP n'a pas eu son quota qui consiste à avoir la présidence du DCNT et un quart? Oui, ça fait partie des raisons aujourd'hui. Donc sans la présidence et un quart des postes, vous ne serez pas dans le Conseil national de transition? Ce n'est pas sûr. On a rencontré le vice-président. Mais c'est quand même possible. Voilà. On n'est pas fermé forcément. Nous avions dit ce que nous pensons. Parce que, comme il ne veut pas le savoir, les rencontres avec le CNSP, je veux que tous les Maliens qui nous écoutent comprennent. C'est nous, le M5, c'est nous qui avons couru vers ces gens-là, les démarcher pour les rencontrer. Et toutes les fois où on les a rencontrés... Après le coup d'État? Après le coup. Toutes les fois où on les a rencontrés, c'est parce que nous, on s'est battus comme des diables. Ils ne l'ont jamais voulu. Et je le dis sur ce plateau, nos rencontres se font à partir de 23h minuit. Parce qu'ils n'ont jamais voulu de nous. Et je vais vous dire mieux. Les autres qu'ils ont rencontrés, c'est avec caméra, c'est avec photo. Nous, on a rencontré le vice-président au ministère de la Défense, je dis bien le 14 à 14h. Pas un seul journaliste, pas une seule image. Et pourtant, nous avons proposé des solutions. Y a-t-il un manque de confiance entre vous? Et quand on est sorti de cette rencontre, on est venu faire... Le principal problème, est-ce un problème de confiance entre le M5 RFP et le CNSP? Je pense aujourd'hui qu'il peut y avoir un problème de confiance. Parce que le CNSP n'est pas dans l'esprit du changement du M5 RFP. Et pour eux, c'est le M5 RFP qui va être peut-être un blocage, un frein à leur épanouissement. C'est comme ça que moi j'interprète. Et c'est comme ça que nous, au niveau du M5 RFP, on comprend les choses. Sinon, si des gens qui disent qu'ils sont venus parachever l'œuvre d'une organisation, vous êtes venus parachever la caution morale de leur acte, madame, pour ne pas dire que c'est un coup d'État, c'est parce que le M5 les a acclamés dans la rue, même le jour... Et il nous reste 30 secondes, on va donner la parole à Mme Dambélé Ouléma-Tousso. Pensez-vous que cette transition va toujours durer 18 mois avec tous ces problèmes, ce Conseil national de transition qui n'est pas encore mis en place? Merci. Moi, je ne pense plus aux 18 mois quand même. On sera obligé de proroger la transition parce qu'à ce rythme-là, ce n'est pas évident. À présent, le gouvernement n'a rien présenté pour pouvoir commencer son travail. Et moi, je voudrais que les acteurs mettent le Mali au-dessus de tout. C'est-à-dire que cette transition-là, elle est très éphémère. Cette transition doit faire le fondement pour la 4e République. À ce titre, il faut que les hommes-là s'accordent.
Vous avez soulevé une question qui me permet de poser cette question à Souleymane D. Juridiquement, est-ce possible que cette transition soit prolongée, qu'elle aille au-delà de 18 mois? Mais pourquoi pas? Si les Merci, Maliens, pourquoi pas? Donc c'est votre réponse rapidement. Non, ce serait une erreur grossière de prolonger cette transition. Merci à tous nos 3 invités, Madame Dambélé Ouléma-Tousso, qui pense que cette transition va être prolongée. Souleymane D estime pourquoi pas par rapport à la question est-ce que juridiquement c'est possible, et Monsieur Abdelkader Maïga qui estime que ce serait une erreur de prolonger cette transition. Merci Souleymane D, constitutionnaliste, membre du comité d'experts sur la gestion de la transition. Abdelkader Maïga, représentant du M5 RFP, mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, et Madame Dambélé Ouléma-Tousso, présidente de la CAFO. À la régie vidéo et audio, Salim Diouara et Mamadi Keïta. Je suis Mouhamadou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.